On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Ça a beau faire plus d'une semaine que le débat entre Joe Biden et Donald Trump a eu lieu, les répercussions, elles, sont majeures et risquent de durer jusqu'à la fin de la campagne. On le voit, très cher Luc La Liberté, partout en ce moment où on va sur les réseaux sociaux, on est capable de voir des vidéos qui circulent, des extraits audio, des images de M. Biden qui démontrent encore et toujours qu'on scrute son âge à la loupe. Vraiment, l'espèce de fardeau là, de devoir livrer la marchandise est passé de Donald Trump jusqu'à véritablement Joe Biden en ce moment. Pensez à avoir toutes les caméras du monde braquées sur vous. Tous les réseaux de nouvelles ou presque, là, en Amérique du Nord, en Occident très certainement, et sûrement même ailleurs dans le monde, on est en train de regarder ce qui se passe du côté des États-Unis. Quelque chose d'assez inquiétant, merci. Je pense que c'est une grosse semaine pour Joe Biden. C'est une semaine cruciale durant laquelle il doit non seulement rassurer les électeurs, mais avant et surtout rassurer le reste des démocrates, des gens avec qui il travaille. Si ton équipe elle-même est en train de se fissurer, es-tu capable de passer au travers de l'adversité? Ben c'est certain que c'est assez difficile, merci. Puis tout ça, en trame de fond, je le rappelle, où M. Trump pourrait revenir avec, entre les mains, un pouvoir presque total. Une immunité désormais acquise là, du côté de la Cour suprême des États-Unis même. C'est inquiétant. C'est franchement inquiétant, mais c'est tout aussi inquiétant de voir l'état de santé de M. Biden. Je rappelle, il y aurait 86 ans. 86 ans si jamais il se présente et il termine son mandat. Je répète, 86 ans, là, c'est bien plus que l'espérance moyenne de vie aux États-Unis pour un homme, là. C'est plus haut que celui pour une femme aussi, les femmes qui vivent traditionnellement plus vieilles que les hommes. Les statistiques, là, si on prend que les stats pures et simples, M. Biden est censé mourir dans son mandat, là. Il est supposé mourir à cet âge-là. C'est dommage, mais c'est peut-être une des seules choses duquel on ne peut pas revenir là, dans un débat électoral désastreux, c'est de revenir sur l'âge. Il n'y a personne dans le monde qui peut se battre contre la marche du temps. C'est peut-être une des choses les plus difficiles, justement, Luc La Liberté, pour Joe Biden, c'est que là, toutes les caméras du monde entier sont braquées sur lui. Oui, puis il semble pas être en mesure de calmer cette déception, je pense d'abord et avant tout, dans certains cas, cette peur qu'il y a au sein de ses troupes maintenant. Donc, lui a dit, il y a quelques jours, j'ai rencontré des gouverneurs, il continue de m'appuyer. Sitôt que la rencontre avec les gouverneurs est terminée, on laisse filtrer quelques informations sur le nouvel horaire que compte respecter le président, se coucher très tôt, ne plus prendre d'activité officielle après 20 heures le soir. Grosso modo, ça nous donne un président qui travaille essentiellement de 10 heures à 16 heures. Donc, est-ce que c'est grave en soi? Est-ce qu'on se souvient que Donald Trump prenait du temps d'exécutif le matin pour écouter Fox News, puis se la couler plus douce en début de journée? C'est l'image que ça entretient. Et quand je dis donc, il y a cette crainte, cette peur ou cette déception, même en fin de semaine, hier encore, Hakeem Jeffries, qui est le speaker, qui est pas le speaker, mais le responsable, le président de la minorité, donc celui qui dirige les troupes démocrates à la Chambre des représentants, entretien téléphonique avec la plupart des membres de la Chambre, à tout le monde des membres influents. Et il y en a d'autres qui viennent dire, nous, ce qu'on pense, et c'était pas les moindres, c'est que Joe Biden doit partir. Donc, je pense que Joe Biden, quand il s'est, vendredi dernier, prêté à cet exercice d'échange, d'entrevue avec George Stephanopoulos ici, je pense que ce que M. Biden avait en tête, c'est je vais leur montrer que je suis encore en forme, décontracté, bronzé, capable de bien répondre aux questions. D'abord, on avait dit que c'était un exercice qui ne durait que 22 minutes, mais il semble que ça ait servi à rien. C'est l'impression que ça m'a laissé à moi. Ce Biden-là, sous contrôle pendant une courte période de temps, on l'a déjà vu. Est-ce qu'on peut parvenir à faire oublier 90 minutes d'une performance désastreuse, dont les 30 premières minutes particulièrement inquiétantes, point? Ça semble être terriblement difficile. Et pour compliquer les choses pour les démocrates, il y a un sondage qui est sorti vendredi ou samedi matin, je crois,
Sondage dans lequel on montre que Joe Biden est compétitif dans les États pivots. Il y a même eu un resserrement de la lutte entre Trump et Biden. M. Biden mènerait maintenant au Michigan et au Wisconsin. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, on disait le Wisconsin, là, il l'a peut-être perdu. C'est des sondages, c'est un sondage. Mais ça complique la réflexion quand on dit qu'il est en avance dans 2 États. S'il ajoutait la Pennsylvanie, il reste président. Donc, et il a resserré la lutte dans, écoute, je pense que c'est tous les États sauf un, les États qui sont en jeu. Donc, pour les démocrates, on a Biden qui, malgré une déconfiture, malgré l'inquiétude, le désastre, Biden demeure compétitif. Il a même, dans les États qui comptent, amélioré sa cote. On a donc le choix de poursuivre avec lui, aller vers quelqu'un qui, dans les sondages, semble faire ou offrir une performance similaire à celle de Joe Biden. Mais c'est impossible de prévoir à très court terme comment va réagir l'électorat à la présence de Kamala Harris, parce qu'il semble qu'en coulisses, c'est Kamala Harris qu'on soit en train de préparer pour relever Joe Biden si, dans les prochains jours, M. Biden arrive à la même conclusion que les autres. C'est peut-être mieux que je parte. Vous faites quoi si vous êtes les démocrates? Vous prenez quel genre de risque? Là, on se met dans la peau d'un stratège ce matin. Madame Harris, elle nous, entre guillemets, elle nous débarrasse de ce problème concernant l'état de santé du président. On n'aura plus toutes ces questions et ce doute dans la tête des électeurs. Mais comment on va réagir? On l'a étiqueté très progressiste, Madame Harris, très à gauche sur l'échiquier, plus que ce qu'on se faisait comme image de Joe Biden. Est-ce qu'on va bien réagir à une femme plus progressiste? Faudrait voir avec quel colistier ou quelle colistière ensuite. Mais assurément, à 4 mois de l'échéance électorale, c'est pas le scénario dont on rêvait. C'est pas ce qu'on s'imaginait quand Joe Biden a annoncé, après les élections de mi-mandat, de laisser entendre qu'il serait candidat en 2024. Non, absolument pas. Puis là, c'est comme un défi impossible, Luc, pour la suite des choses. Parce que toute l'attention médiatique est braquée sur M. Biden. Personne n'écoute son message. Tout le monde ne fait que regarder qu'est-ce qu'il fait, comment il agit. Puis jusqu'à la fin des élections, mais M. Biden devrait, là, c'est son objectif, essayer de faire un sans faute. Mais comment faire un sans faute quand on a son âge puis qu'il faut pas avoir l'air vieux? C'est comme mission impossible. Puis en plus de tout ça, c'est moi. Luc, mais ça se multiplie les petits incidents où on voit qu'il se fait guider, qu'il se fait aider, puis ça ajoute une couche, là. Écoute, autre information, on présente ça comme un scoop, mais c'est dire là où on en est quand tu dis on a ce souci presque maniaque maintenant dans les médias de tout analyser, de tout scruter chez Joe Biden. Le site Axios hier obtient des informations sur comment on prépare Joe Biden à apparaître devant les caméras ou encore comment le préparer quand il est dans une salle, que ce soit devant de généreux donateurs ou devant un rassemblement politique, devant une foule d'un rassemblement politique. Écoute, le détail de la préparation, on lui fournit même des photographies de comment il doit se rendre, qu'est-ce qu'il va, en guillemets, affronter comme route jusqu'à ce qu'il parvienne au lutrin. Et on disait même, et ça a étonné bien des gens, mais ça les étonne. On prépare toujours un candidat quand il se présente quelque part. Il faut qu'il ait des points de repère. Souvent, ce ne sont pas des salles que le politicien a visitées à de nombreuses occasions quand il les a visitées. Donc, il y a toujours du travail qu'on fait avant, qu'on prépare notre candidat, puis on lui donne le maximum de repères possibles pour qu'il puisse faire, c'est presque de la visualisation en termes de sport, qu'il ait une idée de ce qu'il va avoir comme contexte. Mais le souci est presque maniaque et ce qu'on a relevé, c'est que même dans de petits rassemblements, là où il n'y a que de généreux donateurs, là où un politicien expérimenté, aguerri comme Joe Biden peut, entre guillemets, surfer, où c'est a walk in the park, c'est une marche dans le parc, Joe Biden a besoin du télésouffleur maintenant. Donc, il ne veut pas donner l'impression aux généreux donateurs qu'il est diminué, mais en même temps, c'est comme s'il devait constamment traîner une béquille. Regardons Donald Trump, regardons Barack Obama, remontons le fil du temps. Combien de politiciens ou de politiciennes ont besoin d'un télésouffleur dans un petit rassemblement de gens qui sont déjà dans votre camp? Ce qu'on leur demande, c'est de mettre la main dans leur poche, c'est de sortir le chéquier ou le virement Interact. Mais il est devant une foule gagnée, conquise. Et il a encore besoin d'un télésouffleur.
C'est le genre de choses dont on parle relativement peu, voire pas du tout habituellement. Mais c'est dire à quel point la couverture médiatique, mur à mur, et là on ne parle plus des médias dits de droite ou conservateurs, c'est l'ensemble des médias. Et c'est un peu comme si les médias plus progressistes, et ça c'est moi qui le dis comme ça, là, c'est rien, mais c'est un peu comme si on se sentait coupable d'avoir négligé ce thème-là de l'état de santé de Joe Biden. L'âge, c'est une chose. C'est son état de santé qui inquiète le plus et on en est même à penser que le président cache un véritable diagnostic. C'est-à-dire que le Ah ouais. vieillissement, bien sûr, le vieillissement, ça affecte les gens différemment, mais je lis de plus en plus fréquemment des gens qui disent c'est pas un vieillissement normal, ça. Il y a autre chose qu'on voit de Joe Biden. Il y a probablement une autre problématique dont on ne parle pas. Et il faut se rappeler que le président est jamais obligé de divulguer l'ensemble de ses renseignements médicaux. Quand on en apprend autant sur les bilans de santé des présidents, c'est une tradition qu'on a développée. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de prescription dans la Constitution, il n'y a pas de loi, de réglementation qui disent Donald Trump et Joe Biden doivent fournir un bilan médical complet. Il faut avoir tous leurs résultats. On nous donne leur pression, souffler le diabète ou pas, on peut avoir leur rythme cardiaque, mais il n'y a rien qui les oblige à dévoiler, je répète, à être totalement transparents sur leur état de santé. Mais ça nuit à Joe Biden aussi. Ce que ça laisse entendre chez certains, c'est qu'il nous cache quelque chose. Ben oui, l'absence d'information crée nécessairement de la Voilà. suspicion, ça c'est toujours certain. David, Ouais. écoute, tu nous avais parlé un peu plus tôt, là, dans la semaine dernière, mon cher Luc, d'une rencontre avec un ambassadeur américain que tu t'enlignais Ouais. pour faire. Et là, ben, cette rencontre a eu lieu. Raconte-nous donc un peu comment ça s'est passé. Ah, écoute, c'est toujours intéressant. Peu importe, on sait qu'un ambassadeur, c'est le porteur du message d'une administration à l'étranger. Donc, on s'attend pas à de grandes révélations. On s'attend pas à ce qu'il, d'abord, c'est pas le rôle d'un ambassadeur, à ce qu'il s'exprime personnellement sur des sujets. C'est le président américain qui s'exprime par l'intermédiaire d'un ambassadeur. Mais d'abord, le contexte est toujours et agréable. On sait au consulat général à Québec, qui est absolument magnifique, la vue sur le fleuve. Et la vue, parce qu'on prépare tout, il y a également des mises en scène quand on déplace quelqu'un d'aussi important et influent qu'un ambassadeur. On est devant un navire de guerre. Donc, on le voit par la fenêtre du salon. Et ce navire de guerre est là, pas par hasard. Sa dernière mission, c'était d'aller combattre là où combattent actuellement les Houthis. Mais donc, sa dernière mission en est une mission de guerre. Et ce qu'on veut dire, c'est on juge que le combat pour la démocratie, il est terriblement important. Tant qu'à faire venir l'ambassadeur, tant qu'à nous le présenter, ben on porte le message du à quel point c'est important pour les Américains de s'impliquer dans le combat pour protéger la démocratie. La raison officielle, d'ailleurs, de l'ambassadeur, de la présence de l'ambassadeur à Québec, c'était pour rappeler deux événements historiques. C'est la très, très longue présence américaine ou représentation américaine en sol québécois, en sol canadien, mais en sol québécois. On a 2 consulats au Québec pour les États-Unis, puis on parle de 190 ans de présence à Québec et de 170 à Montréal. Donc, l'ambassadeur était pas peu fier, bien conscient du contexte, de l'évolution historique des relations, mais de dire nous avons toujours été là, puis Québec est important pour nous. Ce que j'ai trouvé, il y a 2 ou 3 choses où je voulais absolument avoir son opinion. La première, puis là je mets de côté un peu la politique américaine ou la politique internationale pour le travail d'ambassadeur. Monsieur Cohen, c'est une nomination politique. C'est pas un diplomate de carrière. Donc, on sait que ça a été discuté ça, récemment. Est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance en politique américaine puis en relations étrangères à ce que certains considèrent une surreprésentation de gens qui n'ont aucune expérience du travail diplomatique. Donc, si par exemple je suis dans un consulat ou consulat général, comme c'est le cas à Québec, c'est Mme Monoson qui est là, c'est une diplomate de carrière. Elle est dans le circuit depuis 2002. Et là, elle a comme patron, finalement, comme supérieur, quelqu'un qui a une feuille de route drôlement impressionnante, mais qui n'a jamais effectué ce genre de travail diplomatique. Alors, je l'ai interrogé là-dessus et c'était intéressant de voir les réactions. Les deux, Mme Monasson était là, bien sûr, avec l'ambassadeur Cohen. Et toujours diplomate, c'est le cas de le dire, mais il a souligné tous les mérites des diplomates de carrière, mais il dit, je pense que notre système est intéressant
en ce sens que j'ai beaucoup d'expérience. C'est un avocat de formation. Il a eu à conseiller des dirigeants d'entreprise régulièrement. C'était un conseiller senior, entre autres, de Comcast, qui est un géant des communications. Et il a dit, ça a toujours été mon travail, je ne plaidais pas en cours, ça a toujours été mon travail de prendre des situations complexes, des antagonismes, que ce soit au sein d'une entreprise ou que ce soit entre entreprises dans un secteur. Et il dit, mes compétences d'avocat, puis en même temps du milieu des affaires, font que j'apporte quelque chose de neuf autour de la table. Ça demeure très, très critiqué parce qu'on a dit, finalement, c'est une récompense pour M. Cohen qu'on lui accorde quand il est à Ottawa, parce qu'il a aussi amassé beaucoup de fonds pour Joe Biden. Donc, souvent, on se limite à dire ce n'est que ça l'effet. C'est une récompense pour le cumul qu'on obtient dans la cagnotte de Joe Biden en 2020. Sinon, il s'agit de regarder son CV pour voir qu'il y a plein de choses intéressantes. Autre chose que je lui ai demandé, est-ce que vous sentez au Canada que les gens sont inquiets? Donc, vous arrivez, vous êtes en fin de mandat, peut-être. Hein? Si M. Trump l'emporte, M. Cohen, c'est la fin de sa carrière à Ottawa, à tout le moins. Donc, il dit, vous êtes en année électorale, c'est très polarisé chez vous, puis les chances que Donald Trump revienne au pouvoir sont particulièrement grandes, importantes. Est-ce que vous sentez ici que, soit dans la population, parce qu'il est très présent en dehors de l'ambassade, sur le terrain, M. Cohen. Donc, est-ce que vous sentez chez les Canadiens et chez ceux avec qui vous négociez et ceux avec qui vous échangez au Canada, est-ce que vous sentez une inquiétude? Et il a dit, pas juste au Canada, il dit, il y a quelque chose qui se passe dans les démocraties occidentales. Ce genre de commentaires sur une forme d'angoisse, d'anxiété ou de crainte, je l'entends de tout le monde, incluant ceux qui représentent la France, ceux qui représentent le Royaume-Uni, ceux qui représentent l'Allemagne. Et bien sûr, on a discuté, on a échangé un moment sur les législatives françaises. Puis il dit, il y a cette colère, il y a cette grogne. Qui peut et comment doit-on la canaliser? Mais il dit oui, je le sens. Il voulait pas se prononcer, bien sûr, il ne peut pas faire ça sur l'issue de la campagne électorale ou sur l'état des deux candidats parce que sourire en coin, je lui ai demandé s'il avait échangé avec le président Biden récemment. Donc, il ne va pas se prononcer sur ce genre de situation-là. Mais il a dit oui. D'abord, il se passe quelque chose dans le monde puis dans les démocraties. Donc, il constate ce fait-là. Et l'autre chose, il dit oui, il y a une peur. Oui, il y a une crainte. Et ça semblait... il montre peu d'émotion, les diplomates en général, mais ça semblait l'affecter parce que quand il est entré en poste, on sort de l'administration Trump, et quand il est arrivé ici, il dit, je sentais quelque chose que les sondages ont confirmé après, c'est que les Canadiens avaient perdu confiance dans les Américains. Et il dit, je le sentais dans mes rapports avec les Canadiens, puis il dit, finalement, il y a un sondage qui m'est parvenu par la suite qui disait qu'il n'y avait que 10% de gens à la fin de l'administration Trump au Canada qui avaient confiance dans les États-Unis, qui sont pourtant notre plus vieux partenaire. C'est une relation qui a été parfois houleuse, mais qui est particulièrement importante en économie, particulièrement importante en termes de défense, de protection, de renseignement. Donc, il dit, je suis content parce que au moment où on se parle, M. Laliberté, on est revenu à plus de 50% d'appui. Et il dit le maximum d'appui ou de confiance qu'on a eu dans les États-Unis au Canada, c'était 55 ou 56%, je crois, quand Barack Obama était ici. Donc, il dit, on n'est pas revenu à ce que c'était sous Barack Obama, mais il dit, au moment où je vous parle, on a franchi la barre du 50%, et il dit, ça me tient à cœur. Parce que, et ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, il était là aux funérailles de Brian Mulroney, et il dit, Monsieur Mulroney, une des choses que je retiens de lui, et il l'avait déjà rencontré, c'est à quel point c'est plus qu'une relation économique ou diplomatique entre le Canada et les États-Unis. Il dit, on a appris à se connaître les deux pays, entre guillemets, ou les représentants, personnellement. Et il dit, ça fait une relation spéciale à laquelle je tiens beaucoup. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne à l'interne dans les rouages, la psyché un tout petit peu là, des diplomates, des gens qui œuvrent en coulisses pour un gouvernement, qui s'en font les porte-paroles, mais qui peuvent pas directement commenter ce qui se passe. C'est une rencontre, ma foi, fort intéressante que tu as dû faire, Luc, là, sincèrement. Je suis content que tu puisses nous en... Oui, excuse-moi. Non, j'ai dit vraiment, puis en même temps, pour te dire à quel point on va chercher les soundbites ou entre guillemets les extraits où on peut.
Quand il parlait du contexte de crainte ou de peur, il dit, Monsieur Laliberté, vous savez, parce qu'il a étudié en histoire, donc on avait au moins un atome crochu dans notre bagage personnel. Il a dit, Monsieur Laliberté, vous avez étudié l'histoire comme moi, l'histoire américaine, c'est votre dada, hein, c'est votre vie. Il dit, c'est pas la première fois qu'on est comme c'est le cas présentement dans un moment où la polarisation semble atteindre son paroxysme. Et il dit à chaque fois, les Américains seront revenus plus forts. Mais la phrase qui est à la fois inquiétante et qui permet d'espérer, il a dit, ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Mais ça veut dire, quand il utilise une phrase comme celle-là, il y a le bout de tuer au départ qui m'a fait un peu tiquer. Mais bien sûr, les États-Unis, c'est ce que j'enseigne régulièrement, après, ils ont vécu une guerre civile. Ils se sont relevés. Ils sont devenus, peu de temps après, la première puissance économique et la première puissance militaire. Donc oui, toujours fascinant parce que ces gens-là n'arrivent pas là par hasard. Là. C'est des bagages de vie et c'est des bagages professionnels qui sont drôlement intéressants. Donc, une fort belle rencontre, égoïstement pour moi, et j'espère que, parce qu'on devrait sortir un article cette semaine là-dessus, j'espère que ce le sera aussi pour les lecteurs du journal quand on va mettre le texte en ligne. Bien hâte de lire ça. Luc Laliberté, merci. Une bonne journée.